Ça tombe bien. Monsieur Raboukov, merci beaucoup d'avoir patienté. Je suis désolé, hein, j'étais en réunion, j'ai pas pu me libérer avant. Enchanté de vous rencontrer. Allez-y, hein, asseyez-vous. Comme ça, on va pouvoir parler du projet. Je crois que vous aviez déjà travaillé avec un de mes collaborateurs, mais il est plus là. Je vais vous le présenter quand même. Je m'appelle Jérôme, de la société Jérôme en Live Distribution and Communication. Et aujourd'hui, on va travailler pour un client qui n'a pas pu se déplacer malheureusement parce qu'il est en Auvergne en ce moment. Très bien. Donc, vous avez quelque chose à me présenter ? Voilà, oui, quelque chose, oui. Bien, allez-y. Oui, c'est le sac de ma femme, j'ai perdu la mallette. Non, je ne juge pas du tout. Hein, ouais. D'accord. Ah, il y en a un deuxième ? Ouais. D'accord. Monsieur Raboukov, c'est ça ? C'est ça, oui. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est Chat en feu. Chat en feu ? Chat en feu. Et c'est censé représenter quoi ? Un tampon usagé. D'accord. Le problème, c'est que je vois pas le rapport avec les volcans. Comment ça avec les volcans? Oui, le client, c'est Vulcania, un parc d'attractions sur les volcans en Auvergne. Vulcania? J'avais compris Vulvania. Non, mais vous êtes complètement con. Écoutez, je pense qu'il est confus. Vous avez perdu votre accent aussi ? Non, j'ai pas perdu l'accent. Si ? Non. Non, mais on va pas présenter ça, c'est un parc pour enfants. Écoutez, monsieur Jérôme. Ouais. Ce tampon usagé ressemble à un volcan. Non, Mais si, monsieur Jérôme. pas du tout. Pas du tout. Ça ressemble à un tampon usagé. Mais si, monsieur Jérôme, ça ressemble à un volcan. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si, monsieur Jérôme. Mais non, ça ressemble pas du tout à un volcan. Mais si, monsieur Jérôme. Alors, c'est vrai que maintenant que vous le dites, c'est vrai que ça ressemble à un volcan. Hein comme ça, on pourrait l'appeler Pitoufeu. Pitoufeu, C'est oui. mignon, Pitoufeu. Absolument, monsieur Jérôme. Eh ben c'est parfait. Voilà, merci beaucoup. Le client va être ravi. Hein, Pitoufeu? Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler d'un parc un peu particulier, à savoir Vulcania. Catégorisé non pas comme un parc d'attractions mais comme un centre de culture scientifique, le parc a ouvert en 2002 sous l'impulsion de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Il s'inscrit donc dans cette lignée de parcs soutenus et ou fondés par des politiques français, comme notamment le Futuroscope ou le Puy du Fou. À la différence près qu'à Vulcania, il n'y a pas de Roland d'extrême droite comme ça peut être le cas dans un autre parc fondé par un politique. Accusé de, j'ouvre les guillemets, massacrer l'un des monuments les plus préservés de France, crime dont le but essentiel est le profit, je referme les guillemets, Vulcania voit son implantation au sein de la chaîne des puits remise en question par des scientifiques, des écologistes et certains locaux. Le projet Vulcania fait face à une vive contestation. Néanmoins, tous les procès intentés contre la création de Vulcania sont perdus devant les tribunaux et les travaux démarrent bel et bien en 1997. Tout est mis en œuvre pour que le parc respecte au maximum l'environnement et vous verrez d'ailleurs que le parc est construit quasi intégralement à la verticale et en sous-sol. Vulcania est également construit à l'emplacement d'un ancien dépôt militaire, donc dans une zone déjà limitée de toute façon au sein de la réserve naturelle dans laquelle il s'implante. Vulcania a ouvert ses portes le 20 février 2002, donc le 20-02-2002 à 20h02, et ça s'invente pas. Quoique si, puisqu'ils ont fait en sorte que ça ouvre à ce moment précis justement. Et nous avons visité le parc pour la première fois presque 20 ans après son ouverture, à savoir le 2 août 2021. Cette visite a été motivée par l'ouverture de Namazu, qui n'est nul autre que la
toute première montagne russe du parc et elle a été facilitée par le fait que j'ai été invité par Vulcania pour venir à sa découverte. Et vous le savez, qui dit invitation dit que je reste totalement impartial quant à mon jugement vis-à-vis d'un parc et mon avis et mon ressenti ne peuvent être biaisés de quelque façon que ce soit. Parce que comme je le disais dans ma précédente vidéo consacrée à Nigloland, c'est aussi pour cette honnêteté que vous venez voir mes vidéos. Je remercie donc vivement Vulcania pour son invitation et je vous laisse tout de suite avec mon avis sur le parc, avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. C'est par une morne journée estivale que nous avons décidé de nous rendre dans un parc qu'aucun d'entre nous n'avait encore jamais visité, un parc paumé au fin fond de l'Auvergne, surplombé par le Puy de Dôme et situé dans un très bel écrin de nature, à savoir Vulcania. Une journée plutôt fraîche et nuageuse, comme si le mois d'octobre piétinait le mois d'août, mais qui ne nous empêchera pas de profiter pleinement de cette visite motivée avant tout par l'ouverture d'un Family Launch Coaster signé Intamin, j'ai nommé Namazu. Je n'ai jamais été particulièrement excité à l'idée de visiter Vulcania, le parc se posant là comme un complexe ludo-éducatif avant d'être un parc d'attractions. Une approche très franco-française donnant à voir un projet qui laisse à penser que ses initiateurs devaient croire dur comme fer que ça fait vulgaire de s'amuser et qu'il faut d'abord vous inculquer des choses avant de vous laisser lâcher prise. Une vulgaire impression que ce parc est avant tout conçu pour les sorties scolaires se dégage de Vulcania. Et je vais être honnête, c'est pas forcément ce que je recherche lorsque je visite un site comme celui-ci. Du coup, je ne vous cacherai pas que la hype est un peu molle en ce début de journée, mais partant de ce principe, on ne risque rien d'autre que d'être positivement surpris. Alors commençons immédiatement avec l'attraction qui aura motivé notre toute première visite à Vulcania. Commençons immédiatement avec le dernier Intamin à avoir ouvert en France 2 ans avant le très attendu Toutatis. Commençons immédiatement par Namazu. Cette montagne russe n'est nulle autre que la nouveauté 2021 du parc et au moment de cette visite, celle-ci était ouverte depuis à peine 3 semaines. Il s'agit d'un Family Launch Coaster, à savoir un cousin direct de Yukon Quad situé au PAL à un peu plus de 90 km de Vulcania. Il s'agit également de la toute première montagne russe à avoir ouvert dans ce parc et ça, on peut dire que c'est un événement. La bestiole culmine à 16 mètres de hauteur et atteint les 69 km/h. Côté storyline, le parc nous invite à partir à l'aventure avec des sismologues formant une équipe appelée Namazu. Le laboratoire de cette équipe est basé sur une faille sismique à l'activité quelque peu instable. La Terre ayant d'ailleurs poliment attendu que nous arrivions sur place pour se mettre à trembler. Ni une ni deux, nous enfourchons le quad avec l'équipe et partons expérimenter du tremblement de terre avec fougue et enthousiasme. Alors maintenant qu'on a parlé comme une belle brochure, on va rentrer un peu plus dans les détails pour comprendre ce qu'est Namazu. Une fois la file d'attente extérieure franchie, qui ne donne pas grand chose à voir si ce n'est la possibilité d'observer les trains de Namazu sillonner à quelques mètres de nous, nous rentrons dans la partie intérieure pour y découvrir un pré-show. La salle est jolie, tout est très soigné, mais ça manque un petit peu de fantaisie, tant et si bien que le sentiment de se trouver sur le plateau de C'est pas sorcier n'est pas forcément biscornu. Concernant le pré-show, si vous vous retrouvez à faire un deuxième tour de Namazu, il est possible que vous constatiez quelques différences avec votre tour précédent. Et pour cause, le pré-show consiste avant tout en une interaction entre un sismologue apparaissant sur une partie sismique du globe et le décor présent physiquement dans la salle. Il y a 3 différentes régions terrestres qui sont représentées et chaque pré-show se focalise sur l'une d'entre elles. Ce qui fait que si vous avez eu le pré-show avec la vidéo A lors de votre premier tour, vous aurez peut-être le pré-show avec la vidéo B ou C lors de votre second tour. Ce pré-show est d'ailleurs plutôt bien fichu, même si on n'en rêvera pas nécessairement la nuit, mais bon, ça fait le taf. Ce qui fait moins le taf, par contre, c'est sa longueur, absolument pas raccord avec le débit de l'attraction. Chaque fois le pré-show terminé, nous arrivons dans une gare totalement vidée de visiteurs pour pouvoir embarquer. Ce qui fait qu'il n'est pas rare de voir sillonner des trains vides de Namazu sur le parcours en pleine journée. Pas parce que la file d'attente est vide ou qu'un train sort du garage, non, mais bien parce que les opérateurs sont obligés d'envoyer un train à vide, car le pré-show n'est pas terminé et qu'il faut sortir les visiteurs qui attendent sur les freins de fin de parcours. Sur une journée pas trop chargée, ça va, on s'en accommode, mais sur une journée un peu plus remplie, c'est vrai que ça doit faire grincer des dents. Peut-être faudrait-il penser à une option permettant de s'éviter le pré-show qui devient un peu long quand on fait l'attraction 7 fois dans la journée. Enfin soit. Venons-en au rail dans lui-même maintenant. Une fois installé à votre place et votre lap-bar abaissé, le train prend un premier virage et s'engouffre dans un tunnel en pierre, vous faisant déboucher dans une grotte et vous laissant face à un écran. Des projections habillent également les murs, fermant la salle sur les côtés. Après une nouvelle secousse, vous vous retrouvez pris par un éboulement et quelque chose se passe avec le rail sur lequel repose le train. Je ne spoilerai rien à ceux qui ne sont pas informés de cet élément surprise que l'on retrouve aujourd'hui sur pas mal de coasters de ce type et passerai directement à la deuxième partie du circuit. Après l'élément surprise, nous avons donc droit à une catapulte pneumatique d'une mollesse absolue, plus encore que la première catapulte de Yukon Quad qui est déjà très soft. S'ensuit un virage relevé pris suffisamment lentement pour qu'on se sente retomber sur le côté gauche et qui comporte un petit à-coup, puis un camelback dont le niveau de jet négatif de la bosse doit frôler
frôler le zéro pointé. Vient ensuite une courte série de virages proches du sol, puis la seconde catapulte qui n'offre rien de plus que la première. Un virage relevé pas bien convaincant plus loin, nous nous retrouvons sur une nouvelle série de virages proches du sol, avant de conclure par une descente d'une dénivelée de 3 mètres et par un virage nous amenant sur les freins finaux. C'est donc là-dessus que se clôturent les 584 mètres du parcours de Namazu. Et la première question qui vient à l'esprit quand ça s'arrête, c'est quand est-ce que ça commence? Non, parce que c'est bien gentil les petites catapultes et la balade de 20 secondes le long de la file d'attente. Mais genre, même le pré-show est plus long et plus surprenant que le ride. Parce qu'on aura beau l'avoir fait 7 fois dans la journée, à aucun moment on ne s'est dit que ça pouvait être marrant si on avait plus de 8 ans. Et si on l'a fait autant de fois dans la journée, ça vous donne une petite idée de la qualité des autres attractions du parc. Bref, Namazu c'est une attraction Fisher-Price, c'est une attraction Play-Doh, c'est une attraction Mattel ou tout ce que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que c'est une attraction qui nous a franchement laissé de marbre et qui est plus adaptée aux 7-8 ans ou aux grands-parents qu'à un public un peu plus exigeant. Et je dis ça sans vouloir offenser les grands-parents bien sûr. Parce qu'on va être honnête, mais sur Namazu, on s'emmerde quand même un peu sec. Et ce n'est pas ce layout sans inspiration aucune qui me fera dire le contraire. Et puis le fait que Yukon Quad ne se trouve qu'à 90 km de là n'aide pas franchement à la comparaison, qu'on se le dise. Je rajouterais que je trouve ça particulièrement dommage que Vulcania ne se laisse pas aller à plus de rêverie, à plus de fantaisie. Pourquoi ne pas avoir traité Namazu de par le prisme mythologique dont il est issu, pour créer un contexte mystique, mystérieux et ainsi fasciner le regard des plus jeunes et enjôler l'esprit des plus grands? Pourquoi ne pas avoir tourné le tout autour de Namazu, auquel il fait référence, ce dragon géant de la mythologie japonaise aux allures de poisson-chat, causant des séismes de par son comportement turbulent et ses incessantes brusqueries? Il y aurait eu tout un univers à développer et à imaginer autour de ça, et les univers fantasmagoriques sont bien souvent ce qui donne du corps et une âme à un parc d'attractions. À trop vouloir rester terre à terre et ressembler à un documentaire RMC Découverte, Vulcania se prive tout seul d'une âme et de cette poésie qui viendrait donner de l'épaisseur au parc. L'émotion est ainsi trop souvent absente des attractions de Vulcania, et c'est bien là que le bas blesse, car un parc qui ne se grave pas en nous après avoir suscité des émotions quelles qu'elles soient, c'est un parc qu'on oublie. Poursuivons avec le reste du parc, et pour ce faire, il va falloir descendre dans les étages, car la particularité de Vulcania, c'est d'être construit quasi intégralement à la verticale, la majorité des attractions se trouvant donc en sous-sol. En effet, Vulcania a été construit à la place d'un ancien dépôt militaire et au cœur d'un parc naturel régional. De fait, il ne peut pas trop s'étendre à l'horizontale puisqu'il se situe au cœur d'une zone classée. Total de l'affaire, si vous m'avez souvent entendu comparer les parcs français à des aires de repos d'autoroute, Vulcania n'échappe pas à la règle. Après, c'est quand même pas ma faute si beaucoup de parcs français ressemblent à des aires de repos d'autoroute. Ajoutons donc à l'aire de repos traditionnelle ces fameux étages qui donnent de la verticalité, et vous aurez en plus l'impression d'aller faire vos courses à Carré-Sénard. Chaque attraction étant disposée le long de couloirs, donc -1, -2, -3, couloirs qui sont circulaires, et chaque entrée se situe le long de ces couloirs circulaires, comme pourraient l'être des boutiques Sephora ou Nature et Découverte. Et ça, côté immersion, je ne vous cacherai pas que c'est franchement pas terrible. Bon bah décidément, cette première impression sur Vulcania est assez mitigée. Alors allons voir une attraction qui nous semble avoir un peu de corps, à savoir le Dark Ride Trackless Volcan Sacré. Quand je vous dis Dark Ride Trackless, tout de suite vous allez forcément penser à Mystic Manor ou à Symbolica et Efteling. Bon, mais là on n'est pas vraiment sur une attraction du même acabit. Le premier truc qui ne va pas ici, c'est la file d'attente qui ne ressemble à rien. On poireaute tout simplement dans des couloirs avec des murs faits à base de panneaux explicatifs comme si on assistait à l'expo de la 6ème B du collège Georges Brassens de Marolles-en-Brie préparé conjointement avec la prof de SVT. Ah bah oui, ça fait pas rêver, ouais, et en tout cas, le sentiment est aussi agréable. Parce que l'expo de la 6ème B du collège Georges Brassens de Marolles-en-Brie, à moins que ton gosse ait participé à ça, t'en auras globalement rien à foutre. Quelques télés sont aussi posées sur les murs et diffusent des choses aussi intéressantes que les tutoriels bricolage qui passent en boucle dans les rayons de Leroy Merlin. Miam 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 miam. Une fois dans l'attraction, que vous dire à part que c'est pas affreux, mais que tout est très étriqué. Suffisamment pour donner l'impression que ce Dark Ride a été construit dans une chambre de bonne du 2e arrondissement. Y a pas de place, les salles sont toutes petites, c'est vite étouffant. Le comble du fun réside dans le fait qu'on ait l'impression de visiter un musée avec des animatroniques et un audio guide qui vient nous expliquer chaque scène pour paraphraser ce qui se passe devant nous. Ou alors ce que Vulcania a eu la flemme de mettre en scène face à nous. Ou alors ce pourquoi Vulcania n'avait pas de budget pour nous le mettre face à nous. Le final consiste en une espèce de danse dans une petite salle où nous tournerons autour d'une déesse hawaïenne vivant dans un volcan et déclenchant à loisir des éruptions. Ce final vous sera malheureusement spoilé par la petite salle d'attente située juste à côté de la scène finale où vous attendrez que la nacelle vous précédant ait libéré la place avant d'y aller à votre tour. Et ça, côté immersion, c'est encore une fois pas terrible. Sortir de Volcan Sacré nous aura permis de faire le point entre nous pour qu'à l'unanimité nous décrétions que cette attraction n'est pas une franche réussite. Mais cela nous aura également permis de découvrir la plus jolie partie du parc, plutôt enthousiasmante ce coup-ci, avec un jardin sauvage prenant place sous une verrière. Là, oui, c'est mignon, et si tout le parc avait pu dégager tant d'allure,
pur, alors on aurait pu se dire que Vulcania est un joli parc. Malheureusement, il faudra se contenter de ça, et comme le dit l'adage, vaut mieux ça que rien. Nous poursuivons ensuite avec l'attraction que j'ai trouvée la plus convaincante de Vulcania, à savoir le simulateur Abyss Explorer. L'atmosphère dans la file d'attente est assez sympa, même s'il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit de surprenant. Le ride en lui-même est donc un simulateur sur vérin avec le traditionnel sol tremblant. Tu sais, le sol qui fait... Vous montez donc à bord d'un sous-marin extrêmement costaud, à l'instar de celui utilisé par James Cameron pour aller filmer l'épave du Titanic, et partirez ainsi à la découverte des abysses, comme l'indique le nom de l'attraction. Ah bah là, ouais, y a pas de piège. Un sous-marin entouré d'écrans qui vous donneront à voir de jolis poissons numériques, et surtout un sous-marin qui finira par se poser dans l'antre de la Terre et qui vous permettra d'en sortir pour explorer les abysses par vous-même. Cette seconde partie de ride en walkthrough vous fera déboucher dans une salle au sein de laquelle auront lieu de multiples projections et effets de fumée. J'ai trouvé ça bien fichu et l'atmosphère habilement gérée. C'était prenant et plaisant de se balader dans cette grande salle qui fourmillait de choses à voir. Le problème étant qu'il n'y a aucun sas pour obstruer la lumière de la sortie et que cette fameuse sortie donne directement sur la salle. Donc dès lors qu'une personne sort, l'intrusion visuelle explose. La lumière inonde cette grande salle noire et l'immersion en prend un nouveau coup dans l'aile. Et ça, c'est encore une fois bien dommage. J'ai l'impression de passer toute la vidéo à dire ça. Et c'est pas fini mon petit pote. Retour à Carré Sénard pour aller tâter l'une des 7356 attractions de Vulcania composées à base d'écran, à savoir le cinéma 4D Dragon Ride 2. Parce que oui, avant Dragon Ride 2, il y avait Dragon Ride 1. L'attraction nous est introduite par la célèbre voix de Benoît Alman qui campe ici un personnage dénommé Henri de Dragognac. Bonjour, je suis Henri de Dragognac. Qui se définit lui-même comme un explorateur et un cryptozoologue. Explorateur et éminent cryptozoologue. Dans la storyline, cet homme a passé sa vie à étudier les dragons, et la file d'attente conçue par Julien Berthévas s'avère détaillée et pleine de choses à voir. Une multitude de choses ayant pour sujet commun les dragons. Des sculptures, des poteries, des reliques, des objets divers et variés mis en valeur par un travail minutieux effectué sur l'éclairage. Y a pas à dire, on sent que là, y a eu du boulot. Le pré-show est également très joli et je ne vous en dévoilerai pas la teneur dans cette vidéo. Quant au plat de résistance, c'est-à-dire l'attraction pour laquelle on a fait la queue, eh ben, c'est déjà moins ça. Il s'agit donc d'un cinéma 4D, ça je vous l'ai déjà dit, et donc inutile de vous dire également qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vu et revu, les effets sont toujours les mêmes, c'est toujours si galvaudé, c'est toujours à base de sièges qui bougent, de pchit-pchit sur le visage, de petites éclaboussures, de choses qu'on connaît par cœur depuis Chérie, j'ai rétréci le public. Le film est pas mal fichu, mais comme beaucoup de films à destination des cinémas 4D de parcs d'attractions, c'est pas franchement intéressant, et c'est une histoire qu'on n'a pas du tout envie de suivre. Je ne vous spoil rien de spécial en vous disant qu'il n'y a aucune interaction avec le reste de la salle, et ce qui est certain, c'est que ça n'arrive pas à la cheville d'un 1001 pattes ou d'un Attention Menhir. Nouveau coup dur pour Vulcania. Nous continuons ensuite notre déambulation dans le parc, et nous arrêtons quelques instants au cœur de l'œuvre architecturale la plus célèbre de Vulcania, qui nous fait évidemment penser à un volcan de par sa forme et sa verticalité. De l'extérieur, c'est pas bien beau, mais de l'intérieur, je dois admettre que ça me plaît. Là, pour le coup, je trouve ça plutôt chouette, et c'est un second bon point qui vient s'ajouter après le jardin sous verrière que nous avons découvert un peu plus tôt dans la journée. Franchement, cette découpe du ciel avec ces nuages qui viennent caresser le tout, je trouve ça très joli. Signalons également le fait que nous avons très bien mangé à Vulcania. Nous nous sommes restaurés au comptoir du cratère et je me suis personnellement lancé sur un burger à la fourme d'Ambert, à savoir un fromage bleu à pâte mi-dure. Les produits étaient frais et je ne mentirai à personne en disant que je me suis régalé. C'est pas donné, le menu burger frites boisson dessert était à 18,50 €, mais ça vaut clairement son prix tant tout est de grande qualité. Je sais pas ce que le reste de la restauration vaut, mais en tout cas, ça, ce restaurant, c'était vraiment cool. Le cadre, t'as toujours l'impression d'être chez Flunch, mais pour ce qu'il y avait dans l'assiette, c'était vraiment chouette. Après cette petite digression culinaire, nous avons enchaîné avec quelques tours de Namazu et nous sommes enfoncés dans une partie un peu moins fréquentée du parc. Située à l'opposé de l'entrée, cette zone propose de parcourir un walkthrough en extérieur répondant au nom de Forêt des Dragons. L'idée est ici de vous faire découvrir 8 légendes qui relient dragons et phénomènes naturels entre panneaux explicatifs et animatroniques d'un autre temps. Il ne sera donc pas forcément nécessaire de vous donner la peine de vous déplacer jusque-là, la zone comprenant uniquement quelques sentiers au détour desquels vous découvrirez des animatroniques de dragons extrêmement fatigués qui, soyons honnêtes, font plutôt peine à voir. La latence entre chacun de leurs cycles est si longue qu'il faut parfois rester plusieurs minutes devant des animatroniques complètement à l'arrêt avant de voir s'esquisser le moindre mouvement. D'ailleurs, l'astuce dans ce genre de cas étant de feindre le fait qu'ils soient endormis, donc de leur faire fermer la bouche, les yeux, faire se rétracter les ailes, ce qui enlève ce côté figé et inerte. Bref, l'astuce c'est tout simplement de marquer une transition entre les cycles, qui est un
début et une fin. Là, on a juste l'impression que les cycles s'arrêtent en plein milieu, qu'il n'y a plus de piles dans les dragons, et leur rigidité retire tout sentiment de véracité. Même un enfant n'y croirait pas un seul instant, quoi. Bon, tu me diras, quand il bouge, c'est pas ça qu'est ça non plus, et même le sound design est claqué au sol. Ah ouais, c'est pas terrible. Quand le son n'est pas trop faible ou qu'il ne grésille pas, c'est totalement muet et on n'entend que les mécanismes à l'agonie qui s'activent pour faire bouger le dragon. Bon allez, on se casse de la forêt des dragons parce qu'une chose est sûre, c'est pas ici qu'on trouvera notre bonheur. Pour rejoindre Carré Sénard, nous passons devant une structure représentant un volcan dans l'esprit des enfants ou une schneck en mode ragnagna dans l'esprit des plus grands. Puis nous empruntons ce pont qui nous donne l'impression de rejoindre le parking Vinci pour récupérer notre Fiat Punto Critère 5. On s'enfonce encore à nouveau dans les étages de Vulcania et on s'insère péniblement dans la file de Zara, du réveil des géants d'Auvergne, pardon, qui est encore une fois un ciné 4D avec un cheap cheat, petit jet d'eau, siège qui tremble et tout le tout team. Comme Dragon Ride 2. Oui, absolument. Et le pire dans tout ça, c'est que ça dure 20 minutes et que le film est sans intérêt. Ok, super. Au suivant. Le suivant, c'est Premier Envol, une attraction où vous montez debout sur des nacelles dynamiques qui s'inclineront en avant, en arrière et sur les côtés en fonction de ce qui se passe dans le film. Parce que oui, à l'instar de Dragon Ride 2 et du réveil des géants d'Auvergne, vous faites face à un écran. Celui-ci diffuse un film dans lequel vous volerez avec des oiseaux qui survolent les volcans d'Auvergne. Et alors, je vous le donne en mille, ça dure 10 minutes, on s'emmerde sec, et c'est aussitôt fait, aussitôt oublié. Et c'est à partir de là qu'on a compris qu'on allait sauter de ride en ride et que quoi qu'on fasse, on allait se faire chier. Les attractions manquent cruellement de variété, l'aspect éducatif prime sur absolument tout le reste, et la majorité des attractions souffrent de grosses lacunes en termes d'originalité. C'est genre, on a tout déjà vu ailleurs et tout déjà vu ailleurs en mieux. De plus, les attractions laissent le fun au bord de la touche et l'onirie au fond du puits, et ça, c'est pas cool. Mais qu'à cela ne tienne, on est venu à Vulcania et on tenait à faire toutes les attractions pour s'en faire une idée très claire. Alors nous avons poursuivi avec une attraction sobrement intitulée Écran géant. Et là, pas de tromperie sur la marchandise et impossible de pondre un nom plus premier degré. Il s'agit bel et bien d'un écran géant, gigantesque même, de 415 mètres carrés, faisant de cet écran l'un des plus grands d'Europe. Plusieurs films y sont diffusés pour une durée moyenne de 20 minutes. Le film que nous y avons vu s'intitule Neige et nous fait parcourir l'hémisphère nord d'est en ouest pour explorer la nature de la neige et la relation que nous entretenons avec elle. Le film est évidemment réalisé sur fond d'avertissement concernant l'actuelle crise climatique que nous traversons, mais l'idée c'est pas du tout de nous prendre à partie en nous pointant du doigt en disant le réchauffement climatique c'est de ta faute pauvre couillon. C'est un constat qui permet objectivement de se rendre compte de ce qui se passe sans accuser qui que ce soit et qui permet donc à chacun d'avoir son propre recul. Et ne pas se faire accuser bêtement à la Greta Thunberg, j'avoue que c'est pas plus mal. Un joli film donc avec une réalisation délicate et soignée qu'Emeric n'aura pas vu puisqu'il s'est endormi au bout de 5 minutes, mais qu'il est tout de même difficile de qualifier d'attraction. Alors quand je vais voir un film comme ça dans un parc, c'est quand je vais bouffer à Vidéopolis à Disney quoi. Donc c'est en mode passif parce que je suis en train de bouffer mon burger, mais c'est pas en mode j'ai fait une file d'attente avant. Enfin bon, t'as compris l'idée. Nous continuons notre visite en parcourant des couloirs au sein desquels sont proposées diverses expériences, un peu à l'image de la Villette, des panneaux explicatifs à ne plus savoir où donner de la tête, et des couloirs où déambulent également des groupes affublés d'un guide comme dans un musée, guide qui pourra vous donner des cours de SVT pour égayer votre journée. Est-ce que c'est bien ce dont on a envie lorsqu'on visite un parc d'attractions ? Pour ma part, pas vraiment. Allez, le temps est maintenant venu de vous parler de la dernière attraction que nous avons découverte durant cette journée, à savoir Terre en colère, une espèce de simulateur qui vous propose de vous tenir debout dans une pièce sur une plateforme dynamique qui pourra générer des vibrations. Le but est simple, mais le concept a éveillé notre curiosité. En effet, les visiteurs doivent voter pour 3 catastrophes naturelles parmi une liste d'environ 10 possibilités. Nous avons tour à tour voté pour le séisme, le raz-de-marée et l'impact d'une météorite s'écrasant sur Terre. Il y avait aussi la tornade, l'éruption volcanique, enfin pas mal de choses. Le but de l'attraction est de simuler, gentiment bien sûr, les effets d'une telle catastrophe pour vous les faire expérimenter. Quelle fut notre déception lorsque nous nous sommes rendus compte que quel que soit l'effet choisi par le public, tout ne consisterait qu'en quelques vibrations de la plateforme sur laquelle reposent nos pieds. À peine la catastrophe votée qu'un film est diffusé et que son issue consiste en quelques vibrations de la plateforme. Et point barre. Séisme, vibration. Raz-de-marée, vibration. Météorite, vibration. Tout est complètement interchangeable. Et la seule différence qu'apporte notre vote, c'est le film. Pas de différence de light show, pas d'éclaboussure à cause du raz-de-marée, pas de coup de chaleur ou de vent avec la météorite. Rien. Je crois que c'est la seule attraction dont on attendait à peu près quelque chose, donc forcément c'est la seule attraction dont on est ressorti déçu. Parce qu'on va pas dire
qu'on attendait quoi que ce soit de Namazu, hein. On a vu le parcours et on savait très bien que c'était pas pour nous. C'est donc, malgré tout, après un dernier tour de Namazu, qui tombe trop souvent en panne mais qui est l'attraction la plus sympa du coin avec Abyss Explorer, que nous avons décidé de mettre les voiles de Vulcania. Nous avons fait le tour des attractions et le spectacle nocturne n'était pas joué ce jour-là. Parce que oui, il y a aussi un spectacle nocturne, mais je ne pourrais pas vous dire ce qu'il vaut. Et ça d'ailleurs, c'est les gradins du dit spectacle. Nous sommes partis 1 heure avant la fermeture du parc et avons donc repris directement la route pour rentrer dans notre Seine-et-Marne nationale. J'espérais pouvoir dire davantage de bien de Vulcania, mais cette journée m'a quand même franchement laissé de marbre. Et c'est d'ailleurs le cas pour tous les camarades avec qui j'ai visité le parc ce jour-là. Vulcania s'avère poussif, le parc souffrant clairement de son côté ludo-éducatif, d'ailleurs bien plus éducatif que ludique, et on a vraiment l'impression qu'il a été conçu avec l'idée claire que ça fait vulgaire de s'amuser. Je l'ai dit en début de vidéo, mais je le répète ici pour vraiment appuyer cette idée. Parce que pour moi, c'est ce qui ressort le plus de Vulcania. L'immersion manque trop souvent à l'appel, les files d'attente qui dégueulent de panneaux explicatifs sont indigestes, tout est très grisâtre, on se croirait souvent à Carré-Sénard ou Créteil-Soleil, et il y a un manque de diversité en ce qui concerne les attractions. D'ailleurs, ça, le manque de diversité, vous l'aurez remarqué sans trop de difficulté, car tout, à part Namazu ou Dragon des Forêts, absolument tout est à base d'écran. Et enchaîner des simulateurs sans originalité aux effets vus et revus et aux films soporifiques toute la journée, j'avoue que c'est pas ce qu'on fait de plus bandant. Là, j'ai juste l'impression qu'on est passé d'une attraction décevante à une autre attraction décevante et qu'on a fait que ça toute la journée. Pour le reste, je rappelle qu'on y a très bien mangé, que le prix n'est pas prohibitif, à savoir qu'une place adulte coûte moins de 30 € et que le personnel du parc est très sympathique. Et ça, ce sont de vrais bons points. Alors oui, certains diront que je ne suis pas la cible, mais je répondrai en disant que Vulcania n'a pas trouvé le juste compromis entre éducation et divertissement. Et qu'ici, le divertissement ne semble être qu'un prétexte pour l'éducation. Divertissement qui se retrouve donc trop souvent bâclé et laissé pour compte. Et ça, qu'on soit la cible ou non, le constat reste le même. Alors oui, si Vulcania nous propose un nouvel argument de poids, nous reviendrons le visiter pour voir ce qu'il a à nous proposer. En l'état, à part à des classes de primaire, je ne vois pas à qui conseiller ce parc, qui nous a laissé sur une impression plus que mitigée. Ça se voit tant que ça que j'ai pas été emballé? Ouais bon, en même temps, j'aurais eu du mal à vous dire le contraire. Vulcania souffre cruellement de son concept et de son exécution. Tout est trop pragmatique, terre-à-terre, scientifique, et aucune place n'est laissée à l'émotion. Et moi, quand un parc me saisit, c'est quand il m'évoque émotionnellement quelque chose. Un parc me saisit quand les frissons me parcourent, quand mon ventre se noue, quand mes yeux ne savent plus où donner de la tête, quand une attraction me sidère positivement et me prend aux tripes. À Vulcania, je n'ai absolument rien eu de tout ça. Le parc n'a pas cherché à me faire voyager, à me transporter, à provoquer des choses en moi. Le parc m'a parlé comme ma prof de SVT en 6ème, ou comme Fred et Jamie quand je rentrais de l'école et que je mangeais mes BN à 4 heures. Alors oui, j'aimais bien C'est pas sorcier, c'est pas le problème, mais on peut pas dire que j'étais connecté émotionnellement à ce qui se passait quand je mangeais mes BN à 4 heures devant C'est pas sorcier. Difficile pour moi de vous convaincre de visiter ce parc, difficile même de vous encourager à le faire tant la journée nous a paru morne et fade. Ah, les mots sont durs, mais les mots sont justes. On enchaînait les attractions tout en sachant pertinemment qu'on n'en tirerait rien, à aucun moment on a été positivement surpris, si ce n'est avec Abyss Explorer qui, sans être exceptionnel, sortait quelque peu du lot. Pour le reste, c'est du vu et revu, il y a absolument rien d'exceptionnel et c'est souvent bien trop pompeux pour être honnête. Je souhaite quand même bien évidemment le meilleur à Vulcania qui est sorti de sa zone de confort avec l'ouverture de Namazu qui, même s'il ne m'a pas convaincu personnellement, plaira certainement aux plus jeunes. Je leur souhaite également de se remettre rapidement de l'incendie de leur planétarium que j'avais filmé lors de notre visite et qui devait être la nouveauté pour le 20e anniversaire du parc en 2022. Mais pour qu'on revienne à Vulcania, faudra vraiment que le parc mette le paquet, nous mette l'eau à la bouche et nous en mette plein les yeux, parce qu'en plus du fait d'être difficile d'accès et un peu loin de tout, c'est vrai que le parc nous a complètement laissé sur le bas-côté durant cette visite, et ça, c'est bien dommage. Je remercie à nouveau Vulcania pour leur invitation, et j'en profite pour saluer également la grande sympathie du personnel, et ça, c'est un vrai bon point à mettre au crédit du parc. Le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Vulcania, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si la vidéo vous a plu et que vous découvrez cette chaîne avec celle-ci, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde à la partager, la commenter, la liker, ça me fera grandement plaisir et surtout ça me rendra bien service. Dans la prochaine vidéo les petits potes, nous nous rendrons dans un parc récemment renommé Vinoland ou Winoland, je sais pas exactement comment ça se prononce, donc si vous le savez n'hésitez pas à me le dire en commentaire, un parc qui s'appelait à l'époque Babyland à Milan, et ça évidemment, ça annonce du lourd. Et jusqu'à cette prochaine vidéo qui sera donc consacrée à Vinoland, et bien comme d'habitude, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao!
c'est vrai que ça. Oui, surtout que c'est Ok. Chat en feu. Chat en feu. C'est vrai que c'est dur. Et c'est censé représenter quoi là? Un tampon usagé. Non, mais si tu smirk, c'est pas bon. C'est drôle. Ah non, si smirk, c'est pas bon. Ok. Attends. C'est rapide. Ce tampon usagé ressemble à un volcan. Monsieur Raboukov, c'est ça? On a perdu le public, merde. C'est quoi? C'est le fait que tu dois te préparer à dire chat en feu qui dure? C'est ça? C'est ta tête. Ah oui, c'est genre la surprise du merde. Ok. Allez-y, asseyez-vous. Comme ça, on va pouvoir parler du projet. Alors, un agrandissement du pénis, alors. C'est chat en feu. Chat en feu? En vrai, ça se passait très bien. Ça se passe très bien. Pardon, je vais reprendre le dessus. Monsieur Jérôme. Il est sur le point d'exploser devant moi.